Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette session autour de la gestion des comptes guest. Donc quand je dis guest, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez tout de suite pensé au compte guest dans Entra ID. Donc l'idée c'est un peu ça aujourd'hui, c'est d'aller voir un petit peu comment on peut peut-être apporter un peu plus de gouvernance et de maîtrise sur ces comptes qui, de mon point de vue, sont encore aujourd'hui relativement mal gérés pour un certain nombre de raisons dans les environnements de nos clients. Donc très rapidement, je suis Olivier, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai à peu près 15 ans d'expérience dans le monde de la gestion des identités, la sécurisation des identités, appelez ça comme vous voulez, avec un passé assez fort sur le consulting de solutions Microsoft. C'est pour ça que cette notion de compte guest ne m'est pas inconnue. Et puis plus récemment maintenant, avant-vente chez SailPoint, ça va faire 7 ans. Et aujourd'hui, on va essayer de... Bon, je vais vous rappeler, si le besoin en était, de ce qu'est un compte guest. Pourquoi aujourd'hui c'est un vrai challenge de mon point de vue en termes de gouvernance chez nos clients. Et puis qu'est-ce que chez SailPoint on peut apporter pour reprendre la main non seulement sur l'orchestration de ces comptes, mais aussi sur la visibilité de ce que font les gens avec les guests qu'ils auraient pu inviter au sein des environnements, particulièrement SharePoint Online, OneDrive, etc. Je pense que vous le savez tous, mais juste pour remettre 2-3 bases sur le compte guest dans Entra, c'est un type d'utilisateur. Et c'est un type d'utilisateur très clairement externe à votre organisation, à votre tenant, que vous avez potentiellement invité à venir au sein de votre tenant. Donc finalement, cet objet qu'on va retrouver, ce compte B2B qu'on va retrouver dans un annuaire, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de shadow account d'un compte qui existe dans un autre tenant, dans une autre organisation qui n'existe peut-être même pas chez Microsoft pour l'instant, mais plutôt qui a une adresse mail Outlook ou une adresse mail quelconque. Et le fait d'avoir invité cette personne-là dans votre tenant lui a généré cette espèce de shadow account qui va ensuite permettre de faire un certain nombre de choses, dont en particulier, bien sûr, partager des documents avec cet individu. Partager pour pouvoir collaborer. Et s'il y a quelque chose qu'on apprécie dans la suite Microsoft, évidemment, c'est la capacité de collaboration au sein de l'organisation et aussi avec des externes dans SharePoint Online, dans Teams. Et aussi, pourquoi pas, plus encore. Je connais certains clients qui utilisent les comptes guest pour donner des accès au sein de leur tenant, pour faire de l'administration, rajouter ces comptes guest comme administrateur ou pas, helpdesk administrator. Et bien oui, je vois des gens qui sont étonnés, mais d'une certaine manière, pour éviter d'avoir à gérer en interne cet individu au niveau de son compte et pour pouvoir plus facilement faire, si on fait de la TMA avec un partenaire, lui permettre de pouvoir accéder avec ses propres comptes. C'est des choses qu'on voit. Voir aussi, évidemment, ce n'est pas que des accès qu'on va donner sur des librairies SharePoint, c'est aussi donner des accès à des applications métiers. Il y a beaucoup d'organisations qui ont des partenaires et qui ont besoin de collaborer sur un certain nombre d'applications, des applications qui sont fédérées avec Entra. Qui dit fédération, dit gestion de services principaux, dit services principaux, dit capacité de pouvoir ajouter des comptes utilisateurs sur ces services principaux et pourquoi pas aussi des guests. Bref, on peut aller assez loin, on peut utiliser le compte guest un petit peu partout. Et in fine, on peut se poser la question de savoir mais finalement quels sont les guests qui ont accès à quoi au sein de mon environnement et potentiellement, pourquoi pas même, leur donner des licences, donc toutes ces licences qui pourraient être accordées à des identités qui ne sont pas gérées finalement en termes d'identité au sein de votre organisation, elles sont gérées à l'extérieur. Vous avez délégué la confiance de la gestion de ces utilisateurs-là à votre partenaire, à votre société qui fait l'intégration d'une application spécifique, etc. Et on peut se poser la question de savoir, mais du coup, finalement, est-ce que ces identités, elles ne devraient pas être gérées aussi, d'une certaine manière, par nous, aussi bien que la gestion de mes identités collaborateurs au sein de mon organisation. Ce qu'on a dit, c'est que ces comptes guest-là, ils arrivent un petit peu au fil de l'eau sur votre tenant. Différentes manières, vous le savez. Bien évidemment, on a besoin de collaborer avec un externe sur un document. On va l'inviter en mode lecture seul, en mode lecture-écriture, etc., à collaborer sur une librairie, sur un document, dans un Teams, etc. Cette invitation vient générer un compte, OK, ou alors délégation aux admins du tenant pour gérer ces comptes guest. Alors, Microsoft, récemment, ils ont commencé à mettre en place un petit peu de self-service, mais un peu complexe à mettre en œuvre, pour pouvoir, pourquoi pas, essayer de déléguer cette création à d'autres personnes, mais in fine, ça reste d'un côté soit de l'invitation, d'accord, soit de la création manuelle par des administrateurs, mais très peu de self-service pour les utilisateurs finaux. Et du coup,
bah, il y a un risque inhérent à ces comptes guest, évidemment. Quand on a cette notion d'invitation, bah, ces comptes guest, ils sont un peu créés sous le radar, d'une certaine manière. Vous déléguez à vos utilisateurs métiers l'invitation de personnes extérieures à votre entreprise pour accéder potentiellement à du document sensible chez vous. Okay. Ou alors, bah, du coup, vous déléguez à votre IT la création de ce compte guest, mais évidemment, dans ce cadre-là, bah, quelle que soit la méthode dont on a fait rentrer le guest sur le tenant, bah, en termes de gestion du cycle de vie, on est assez limité. Alors aujourd'hui, Microsoft a mis au niveau du tenant des capacités de pouvoir dire bah, mon compte guest il va peut-être expirer au bout d'un certain temps, mais c'est un paramètre plutôt global sur le tenant, pas très granulaire. Et puis, finalement, il y a peut-être des comptes qui doivent vivre juste un mois, d'autres qui doivent vivre une semaine, d'autres qui doivent vivre un an parce qu'il y a du travail collaboratif un peu plus long, etc. Il n'y a pas de gestion fine du cycle de vie. Vous avez partagé du document potentiellement sensible, à partir du moment où c'est votre document dans votre organisation, à part c'est les photos du dernier séminaire, et encore, c'est peut-être du document qui a une valeur pour votre organisation et qui, ben, à l'instant T, partagé avec cet externe, ça ne pose pas de problème, mais peut-être qu'à terme, ce document, en fait, il n'a plus besoin d'être aussi exposé publiquement à un certain nombre d'identités. Donc, risque, évidemment, de fuite de données. Potentiellement des accès surautorisés. Ce compte guest qu'on a créé un jour, on lui a donné accès à un document, puis un autre, puis à une librairie, et ces comptes-là, ces accès-là, est-ce qu'ils sont révoqués au bon moment? Alors, il y a des mécanismes maintenant, côté intra, de révocation au bout d'un certain temps de certains accès guest, mais ça reste, encore une fois, de la configuration qu'on met au niveau du tenant, et pas forcément de la configuration qui est dédiée à chacun des comptes qu'on a pu créer. Et je pense que pour moi, le risque le plus important, et là, il va résonner sur ceux qui ont levé les yeux en disant waouh, il y en a qui donnent des accès à des comptes guest dans des rôles d'administrateur du tenant. Ben oui, c'est possible. Et du coup, une exposition à ce qu'on appelle la supply chain attack, en français cyberattaque des fournisseurs, cette capacité à dire que bah, ce compte guest, cette identité qui existe potentiellement dans le tenant d'un fournisseur, si ce fournisseur, lui, est compromis, on peut considérer que ces identités dans son tenant sont compromis et que par rebond, ces identités peuvent être utilisées contre vous pour récupérer tous ces documents sensibles qu'on a pu partager avec eux, tous ces accès tenant-wide qu'on a donnés pour pouvoir faire l'administration du tenant. Et finalement, le seul moyen de pouvoir remédier à ça, c'est que quelqu'un aille désactiver manuellement chacun de ces comptes guest, déjà les retrouver, les identifier, et les désactiver. Ou alors demander gentiment à son partenaire de venir faire le travail pour vous. Donc très clairement, pour moi, s'il y a un risque à retenir de mon point de vue, c'est vraiment ce risque de supply chain attack, de rebond, d'utilisation de ce compte potentiellement compromis pour venir chez vous. Si c'est vous qui gérez le compte en tant que user standard dans Entra, on n'est pas exactement au même problème, mais du coup, c'est à vous de gérer le cycle de vie correctement de cet utilisateur. OK ? Du coup, là où je veux en venir, en fait, c'est qu'on a un vrai problème, un vrai dilemme entre ce qu'on a envie de faire côté sécurité et ce qu'on a envie de faire côté collaboration. D'un côté, on a envie de bloquer tout ça. Oh là là, trop de risques. Okay, quand on parle supply chain attack, quand on parle exposition, surexposition des données, fuite de données, la première chose à laquelle on pense, c'est OK, non, je veux pas de tout ça. Donc, je veux impliquer des principes de moindre privilège. Je veux gérer correctement mes licences. Je veux pouvoir gouverner correctement mon externe et du coup, idéalement, empêcher ce partage et cette invitation de compte guest. Et de l'autre côté, j'ai mon métier qui veut travailler. J'ai mon métier qui veut pouvoir collaborer avec ses utilisateurs externes, qui veut pouvoir partager des documents. Et quand on sait la fluidité que c'est de collaborer sur un document Office dans la suite Microsoft, on n'a pas vraiment envie de se passer de cette fonctionnalité de partage, d'accord, avec les externes. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est un peu balancé entre, d'un côté, j'aimerais bien pouvoir faire du deny external sharing au niveau de mon tenant, comme ça je suis tranquille, côté sécu, j'ai l'impression que je suis sécurisé. Et de l'autre côté, on veut pouvoir dire, non, mais moi j'ai besoin de collaborer avec mes guests. Et comme du coup, je n'ai pas la liberté de pouvoir créer moi-même des guests, j'ai forcément besoin de collaborer avec un paramétrage de type new and existing guest. Okay, sauf que ça, du coup, d'un côté, si j'interdis le partage avec les guests, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils veulent collaborer, donc ce document, ils vont bien trouver un moyen de le partager. Comment ils vont le partager? Vous le savez, ils vont envoyer un mail avec la pièce jointe, ils vont le partager dans un box, etc. Je ne vous apprends rien, c'est ce qui résonne systématiquement quand j'ai ces discussions-là avec mes clients. Mais in fine, est-ce que c'est pas pire en termes de perte de contrôle sur le document
que ce document qui est vraiment sorti de votre organisation, qui n'est plus dans votre tenant, qui est parti dans un mail. Et de l'autre côté, j'autorise le partage avec les nouveaux guests et les guests existants. Tout le monde est content. Côté collaboration, côté métier, ça y est, on peut bosser. Je vais enfin pouvoir collaborer et bénéficier de tous les services que me propose ma suite Office. Okay. Mais du coup, j'autorise le partage de documents potentiellement sensibles de mon organisation avec des personnes que je ne maîtrise pas. Du coup, j'arrive évidemment dans ce dilemme fort de, d'un côté, si je veux être content avec la sécu, il faut que je fasse le deny external sharing. Si je veux pouvoir collaborer, il faut que j'autorise ce partage avec mes guests new and existing. Mon état des lieux, il s'arrête là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce dilemme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui résonne systématiquement. Et la vraie question qu'on peut se poser, mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter SailPoint en tant qu'acteur IGA dans ce monde-là? Juste ça. La capacité, pourquoi pas, de configurer votre tenant pour dire je veux partager que avec des guests qui existent. Et vous allez me dire, ok, d'accord, mais et alors? L'avantage déjà, c'est que qui dit guest qui existe, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a choisi qui on allait faire rentrer sur le tenant. C'est-à-dire qu'à un moment, on va pouvoir contrôler quels sont ces comptes guests qu'on fait rentrer sur le tenant. Vous allez me dire, mais d'accord, mais du coup, comment je fais pour les créer? Parce que, in fine, si je n'autorise pas les personnes à inviter des nouvelles personnes sur le tenant, ça veut bien dire que quelqu'un doit me créer mon compte. Donc, il faut que j'ouvre un ticket dans mon service Now, j'ouvre un ticket, merci, est-ce qu'un IT peut me créer mon compte guest? Okay, on voit qu'en termes d'expérience utilisateur métier, c'est pas fou. Parce que le gros avantage qu'on a dans la suite Office, c'est je vais dans mon SharePoint Online, je fais clic droit, partager, bim, c'est terminé. Là, si je dois passer par un outil pour ouvrir un ticket, attendre qu'un admin me traite le ticket, etc., c'est pas fou. Et puis, vous allez me dire que c'est pas suffisant. Parce que, ok, maintenant, je maîtrise potentiellement quels sont les guests qui sont rentrés dans mon tenant, mais concrètement, qui fait quoi avec mes guests? Qui est en train de me partager de la donnée sensible avec des personnes que, ok, j'ai autorisé à rentrer, mais est-ce que c'est légitime que ces personnes-là accèdent à ce type de données? Et est-ce que c'est légitime peut-être pendant une semaine, mais c'est peut-être plus légitime pendant un mois, etc. Donc, si on arrive déjà à faire ça, pouvoir configurer ce tenant en existing guest only, on a déjà résolu une partie du problème, c'est qu'on contrôle qui rentre sur le tenant. On n'a pas résolu tout le problème de la collaboration avec les guests, qui est la surexposition potentiellement de la donnée sensible. Donc concrètement, comment on peut vous aider? Et avant d'aller là-dessus, je vais juste rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui on est. Donc nous, on est SailPoint. On a un seul et unique but dans la vie, c'est de vous aider à répondre à ces trois questions. Donc on vient du monde de la gouvernance de l'identité. Aujourd'hui, ça s'appelle plus sécurisation des identités. Vous appelez ça comme vous voulez. Le but du jeu, in fine, c'est de vous fournir un outil qui, quelle que soit l'application, que ce soit un annuaire, une base de données, une application métier, un Salesforce ou un SAP on-prem, un espace collaboratif, peu importe, c'est vous donner la visibilité du qui a accès à quoi. Ça commence à résonner. On se dit, ok, d'accord, qui a accès à quoi? Est-ce que du coup, on pourra avoir la visibilité de quel guest a accès à quoi? Pourquoi pas? Est-ce que ces accès sont légitimes? Ok, d'accord. Est-ce que les accès sont légitimes? Ça veut dire potentiellement, est-ce que je suis en capacité de pouvoir prouver ou recertifier ou vérifier de manière régulière que les accès qui sont donnés à mes populations, qu'elles soient internes, externes, pourquoi pas, sont toujours légitimes? C'est pour ça que ce sujet du guest qu'on vient tirer peut-être vers de la gouvernance des accès à ce qu'on appelle la donnée non structurée. La donnée non structurée, c'est tous ces fichiers qu'on va trouver dans des file servers et des SharePoint Online. Mais finalement, ce sujet tend plutôt vers un sujet de sécurisation de l'identité. Comment la sécurisation de l'identité peut m'aider, in fine, à mieux contrôler la surexposition de ma donnée sensible. Okay. Donc c'est là où on joue, nous, SailPoint. Je vous passe le détail de la plateforme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans ce monde de l'identité. Il y a tout un tas de modules dans la plateforme qu'on a. Et on va faire un focus sur deux choses principales. La couche basse, qui est la connectivité. Parce que si on veut pouvoir gérer correctement des accès et des comptes, il faut des connecteurs pour pouvoir faire ça. Il faut de la tuyauterie pour aller créer du compte, lire du compte, donner des permissions, etc. Et on va faire un petit focus sur un module chez nous qu'on appelle Data Access Security, parce qu'à partir du moment où on sait gérer les comptes, on veut pouvoir reprendre la main sur cette visibilité du qui a accès à quoi. Et dans les espaces collaboratifs, on va parler de données, on va parler de données non structurées, et du coup, on va parler de ce module Data Access Security. Donc sur la partie connectivité, il y a plein de connecteurs, plein, okay. Et ce n'est pas du connecteur, si vous dites, ok, d'accord, mais il y a plein de solutions qui ont des connecteurs.
La grosse différence entre les connecteurs d'une solution d'IGA et les connecteurs d'une solution d'Access Management, c'est que nous, on vient lire, écrire, récupérer l'existant des comptes, etc. Et on a un connecteur, évidemment, pour toute la partie Microsoft. Et ce connecteur, il va nous permettre de faire quoi? Il va nous permettre de pouvoir exposer au sein de notre solution, mais pourquoi pas déporter aussi ces formulaires dans un ServiceNow ou je ne sais pas quoi, des formulaires qui peuvent aider notre utilisateur à pouvoir onboarder cette personne guest avec qui elle veut collaborer. Vous allez me dire, d'accord, mais on revient au problème du si la personne elle a besoin de collaborer, la première chose, c'est qu'elle aille dans notre solution pour rentrer des informations sur un formulaire. Ben oui et non, parce qu'on peut aussi penser que potentiellement cette personne qui doit collaborer avec vous, elle travaille déjà au sein de votre organisation, peut-être à faire de l'administration côté Active Directory, à faire je ne sais quoi d'autre, et que potentiellement cette personne, ce partenaire, ce contracteur, il soit déjà déclaré in fine dans la solution de gestion des externes que vous pourriez avoir chez vous. Si vous avez déjà du SailPoint dans votre solution SailPoint, bref, on peut déjà imaginer que cette personne est une identité dans la solution et que tout ce qui manque, finalement, c'est de mettre en place notre connecteur Entra pour lui provisionner un compte guest. Donc l'idée ici que je veux souligner, c'est que finalement, tous ces guests qui ont besoin de collaborer avec vous, ils ne sortent pas de n'importe où. En général, c'est qu'ils font partie d'un projet, ils font partie d'un partenaire qui fait de l'infogérance, ils font partie d'un partenaire qui fait un projet chez vous, qui travaille sur un programme, et qui est potentiellement déjà dans votre solution de gouvernance des identités. Idéalement SailPoint, mais ça pourrait être n'importe laquelle autre. Et que du coup, cette information-là, on l'a déjà intrinsèquement et qu'on n'a plus qu'à la synchroniser pour lui créer son compte guest. Bingo, j'ai mon compte guest qui est créé. Si vraiment il n'existe pas, eh bien oui, on est en capacité d'exposer des formulaires pour que la personne puisse déclarer son compte guest immédiatement. Okay. Du coup, ça veut dire que là, je suis en capacité de pouvoir maîtriser quel guest je fais rentrer sur mon tenant Entra parce que je redéporte, je viens ramener dans ma solution de gouvernance des identités l'initiative de la création du compte guest. Et du coup, quand je mets ça dans une solution de gouvernance des identités, je gère une identité pour cette personne, un humain, quelqu'un qui existe, il a un nom, un prénom, une adresse mail, une société d'appartenance, etc. Je peux derrière lui appliquer un cycle de vie. Je peux faire des recherches pour dire trouve-moi toutes les identités de cette boîte qui s'est fait acquérir récemment et désactive-moi tous les comptes qui sont associés, etc. Je récupère la gouvernance de ces personnes-là, de ces comptes qui sont presque anonymes dans Entra. C'est d'accord avec moi qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a rien du tout. Quand ils sont juste invités dans Entra, je les récupère et je peux enfin leur appliquer des processus de gouvernance, chose qui n'était pas possible si on les laisse juste dans Entra. Et après, la question va être de se dire, ok, d'accord, maintenant je maîtrise mes guests, je sais les orchestrer leur création dans Entra, c'est cool. Comment maintenant je reprends la main sur qui fait quoi avec mes comptes guests? Et c'est là où ce module Data Access Security intervient. Et c'est là où on va trouver la pertinence de l'intégration de la gouvernance des accès aux données non structurées avec l'identité. Parce que ce module-là, lui, ce qu'il va faire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va analyser vos environnements collaboratifs, SharePoint, OneDrive, etc. On-prem aussi. Il va venir découvrir et classifier la donnée sensible. Il va pouvoir s'appuyer sur des règles de classification que vous allez définir vous-même, sur des règles de classification que vous avez déjà définies avec PureView, par exemple. Et toute cette notion de données sensibles, il va la réintégrer dans la plateforme. Et ensuite, la plateforme SailPoint, elle gère des identités. Et soudainement, elle a accès au fait que, tiens, j'ai telle identité qui fait partie de tel groupe Microsoft 365, et ce groupe Microsoft 365, je sais qu'il donne accès à des documents confidentiels, projets, RH, etc. Du coup, je vais pouvoir récupérer au sein de ma plateforme de la visibilité de quelles sont les identités qui ont accès à de la donnée sensible. Et comme je suis sur une plateforme de gouvernance des identités, je vais pouvoir recertifier ces accès. Je vais pouvoir dire, ok, d'accord, mais est-ce que pour toutes ces identités qui sont déclarées comme étant guest, est-ce que je peux revoir, est-ce que les accès aux données sensibles sont légitimes? Et derrière, je vais pouvoir automatiser cette gouvernance à travers un moteur de workflow. Donc très rapidement, si je regarde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce module-là, il va me récupérer, par exemple, toute l'activité qu'il y a dans Entra. Donc toute l'activité de partage, de lecture, de download, etc., il va le récupérer en temps réel depuis les logs, les events Microsoft. Et du coup, on va immédiatement récupérer le fait que, tiens, j'ai une utilisatrice qui a partagé un document avec un guest. Est-ce que c'est légitime? Pas légitime? On va pouvoir déclencher des alertes dessus. D'accord. L'alerting, il va faire quoi? Il va me dire, par rapport à un certain nombre de critères que j'aurais définis dans ma plateforme, si jamais je considère que cette action n'est pas légitime, je peux déclencher un mail, déclencher un workflow dans la plateforme pour faire une remédiation. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce compte guest qui est en train de faire l'opération, je le connais. C'est une identité que je gère. Ça veut dire que cette identité-là, je peux faire quelque chose dessus. Je peux la recertifier, je peux désactiver son compte, je peux agir sur ce qui est en train de se passer parce que je maîtrise l'identité de cet interlocuteur.
Je vais pouvoir faire de la remédiation. Mon moteur de workflow, il va me permettre de déclencher, sur la base d'un trigger, il va pouvoir me déclencher un workflow qui va pouvoir peut-être interagir avec l'espace collaboratif, enlever une permission, ajouter une permission, que sais-je. En tout cas, quelque chose qui va pouvoir vous donner enfin la main sur j'ai un utilisateur qui a fait une action avec quelqu'un, je peux considérer que cette action n'est pas légitime, je veux effectuer une action derrière. Et puis derrière, du reporting. La solution, par répertoire, par site, par espace Teams, par share sur votre file server, etc., elle va vous faire du reporting sur comment sont données les permissions, qui sont les personnes qui ont accès à la donnée sensible, quels sont les guests qui ont accès à la donnée sensible, depuis combien de temps cet accès ne sont pas utilisés. Tout ce qu'on voit en rouge ici, en fait, c'est tous les accès qui n'ont pas été utilisés depuis 6 mois. Est-ce que ces accès-là, ça ne serait pas légitime de pouvoir les recertifier? Je vous ai préparé une petite démo pour pouvoir illustrer ça, plutôt que de rester que sur des slides. Est-ce que juste avant, vous avez des questions ou des remarques? Oui. C'est un module, bien sûr, qui va nécessiter une licence supplémentaire, mais qui est intégré dans la plateforme SailPoint, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur le processus d'identification des guests? Voilà. Celui-ci, oui. Comment on capte l'information? Enfin, je sais de quelle entreprise il est, comment il s'appelle, etc. Alors, en effet, il y a un existant dans votre tenant Entra aujourd'hui. Il y a tout un tas de guests qui existent et qui sont déjà là. Ces comptes guests, en fait, notre connecteur, il peut venir les lire et les réimporter en tant qu'identité dans la plateforme. Mais en effet, il va manquer plein d'informations. Donc très certainement qu'on va devoir demander à des... On va avoir peut-être un minima l'adresse mail. Donc avec l'adresse mail, on peut peut-être essayer de deviner dans quelle société il est. En fonction de quelle société il est, peut-être aller voir au niveau du contrat qui gère ce contrat et peut-être demander derrière à faire du travail sur la reprise de ces comptes-là et l'enrichissement de l'information. Donc en effet, il y a un travail, forcément à un moment, il faut qu'il y ait un humain qui participe à l'identification de qui sont ces comptes guests déjà existants. Une fois qu'on les a identifiés, qu'on les a fait rentrer dans la plateforme, potentiellement qu'on en a désactivé plein parce qu'ils ne sont plus légitimes, on verrouille. On empêche maintenant la création des nouveaux guests juste par l'invitation et on reprend la main côté SailPoint pour nous être l'orchestrateur, celui qui va venir derrière déclencher la création du compte. On peut imaginer qu'il y a certaines librairies qu'on laisse juste en New and Existing Guest parce qu'on se dit, oh, bah, tiens, dans cette librairie-là, il n'y a pas du contenu sensible. Ouais, sauf qu'en fait, à partir du moment où vous avez fait ça, il est rentré, ça n'empêche personne de pouvoir réutiliser le compte pour pouvoir ensuite partager du document sensible avec lui. Okay. Et c'est là où on reprend la main sur la partie surveillance. C'est-à-dire quand bien même il y aurait eu un petit trou dans la raquette, on en a fait rentrer un qui n'était pas légitime, ici on va pouvoir détecter que quelqu'un est en train de faire une opération non conforme avec un guest. Parce que vous avez beau mettre du label PureView, etc., ça ne résout pas tout. L'activité de l'utilisateur final consiste quand même à dire, bah, tiens, j'ai besoin de travailler, moi, j'ai besoin de collaborer, et je vais quand même faire l'opération. Okay. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est juste réillustrer ça. C'est-à-dire que là, je suis Amanda, je suis dans mon environnement Teams que vous connaissez bien, je collabore dans un projet général, peu importe. Et j'ai tout un tas de documents, évidemment, celui-ci, hautement confidentiel. J'ai évidemment envie de le partager avec un externe. Bon, bah, si clairement je ne mets pas la configuration de mon tenant pour dire je n'autorise le partage qu'avec les guests existants, ici je peux taper n'importe quoi. Et je peux taper Guy à identitydays @sailpointdemo.com par exemple. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Mon tenant, il va me dire, si jamais j'ai configuré en guest, existing guest only, il va me dire non, tu n'as pas le droit. Est-ce que vous voyez bien jusqu'au fond? Est-ce que j'ai besoin de zoomer ou pas? Non, c'est bon. Bon, bref, vous connaissez ça par cœur, mais ça, pour pouvoir mettre ça en place, il faut avoir configuré son tenant ou sa librairie en existing guest only. Et là, qu'est-ce qu'elle se dit? Amanda, elle se dit, zut, du coup, je suis bloqué. Donc, ce document sur lequel j'ai besoin de travailler très rapidement avec Guy, je lui ai envoyé par mail. Alors, évidemment, il y a besoin de faire un petit peu d'éducation auprès de vos utilisateurs, mais encore une fois, peut-être que Guy travaille déjà depuis un petit moment en tant que contracteur au sein de mon entreprise SailPoint Demo, et peut-être qu'il existe déjà dans mon environnement SailPoint, et que finalement, j'ai juste à dire, pour toutes ces personnes externes qui viennent travailler pour moi, par défaut, je peux leur créer un compte guest. Et du coup, derrière, hop, il aurait déjà un compte guest. Il n'en a pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et encore une fois,
Ici, je vous montre ce que vous êtes capable de faire dans la solution à travers des formulaires que vous pouvez créer et mettre à disposition à vos utilisateurs finaux. On peut très bien imaginer que ces formulaires, on vienne les déléguer dans un service Now ou je ne sais quoi. Et du coup, elle va tout simplement venir rentrer des informations pour notre collaborateur, sellpointdemo.com. On l'a dit qu'il s'appelait Guy Identity Days. Il a un petit numéro de téléphone. Hop. Le sponsor, on va dire, c'est elle-même qui va inviter ce guest dans une entreprise qui sera à Identity Days. OK. Je vais pas cliquer. Identity Days. Bim. Une date de début, puis surtout la capacité de pouvoir renforcer une date de fin. Parce que potentiellement, cette personne-là, elle va travailler avec nous que jusqu'à un certain temps, et on peut mettre des contrôles de cohérence derrière pour dire, non, cette date de fin, je ne veux pas qu'elle dépasse telle durée. On va le mettre jusqu'au 31. Et puis un commentaire obligatoire pour dire, c'est ma démo, ID Days. Okay. Jusque-là, rien d'exceptionnel, un formulaire dans lequel je rentre des informations. Mais ce formulaire, l'intérêt, c'est que derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir nous créer une identité. Et on est aujourd'hui là, on est tous ici, parce qu'on est tous convaincus que la gestion de l'identité, la sécurisation de l'identité, c'est le nouveau rempart cyber à mettre en place au niveau de l'organisation. Donc à partir du moment où je déclenche une identité, c'est-à-dire que j'ai une représentation de cet individu au sein de mon système, et qu'une fois que j'ai cette représentation-là, je vais pouvoir commencer à le gouverner et à faire des choses. Ce qu'elle va pouvoir faire, ma collaboratrice aussi, c'est que du coup, comme elle est propriétaire de son espace Teams, et bien du coup, hop, elle va pouvoir avoir accès à cet outil Data Access Security dont on a parlé. Et Data Access Security, en tant que propriétaire de son espace, elle va pouvoir l'utiliser pour elle-même faire potentiellement du forensics. Et donc ici, on va lui afficher automatiquement l'ensemble des sites SharePoint sur lesquels elle est propriétaire. Et donc si je viens voir ce répertoire projet dont on a parlé, un mandat projet, elle va pouvoir descendre et de manière très très granulaire comprendre qui a accès à ces documents sensibles. Et si elle vient voir, elle va en effet voir qu'il y a tout un tas de personnes dedans qui ont des accès. Raymond Laval, par exemple. Et Raymond Laval, il a obtenu son accès au sein de cet environnement-là, sur ce document hautement confidentiel, en direct, ça veut dire invité directement. Et on voit en plus, code couleur, que l'accès n'a pas été utilisé depuis 6 à 12 mois. Donc elle peut se dire, j'ai peut-être quand même des accès sur ce document-là ou sur cette librairie-là, surexposés, d'accord, et ça pourrait être pertinent de pouvoir les revoir. Du coup, qu'est-ce qu'on a préparé pour Amanda? On lui a préparé une campagne de recertification et on lui a dit, Amanda, ce serait bien si tu pouvais venir vérifier si les accès sur tes espaces sont toujours légitimes. Donc, la base d'une solution de gouvernance des identités, c'est la gestion des identités, mais il y a de gouvernance dedans. La gouvernance, elle nécessite de pouvoir revoir et revalider les accès. Parce que, imaginez que ce soit une librairie qui contienne des documents orientés finance ou je ne sais quoi, vous en avez forcément chez vous. C'est quelque chose qui va forcément intéresser aussi vos CAC, de vérifier que les accès sur ces espaces collaboratifs sont aussi bien recertifiés que les accès que vous pouvez avoir dans SAP. D'accord ? Et du coup, elle va pouvoir aller sur sa campagne de recertification et pouvoir voir les différentes identités qui ont des accès. Alors, je peux changer la vue pour dire plutôt sur son projet à elle. OK, Amanda. Et elle va pouvoir directement d'ici pouvoir valider ou invalider les différentes personnes. Alors, j'ai filtré sur les guests qui ont accès à son répertoire projet directement d'ici, dire Dima c'est OK, Mickaël c'est pas OK, et Sarah je la garde pas. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette campagne? D'une, on a tracé, on a audité ce qui s'est passé. On sait que Dima, il a gardé son accès parce que ça a été validé par Amanda tel jour, à telle heure. On a une preuve d'audit, on peut exporter ça sous forme de PDF, on peut donner ça au CAC, et du coup, ils sont contents parce que notre campagne de recertification, elle est passée. Et puis de deux, surtout derrière, une fois que ma campagne est terminée et que j'ai dit que tous ces utilisateurs-là pouvaient garder ou pas leurs accès, du coup, ils vont perdre leurs différents accès. Il y a tout un tas d'autres projets sur lesquels elle doit revoir. Et je vois aussi qu'ils ont des accès, Louis et Romain, sur d'autres répertoires projets. Et des répertoires projets qui potentiellement peuvent contenir de la donnée sensible à nouveau. Et du coup, ça peut être légitime de les recertifier. Donc, si je résume, ce que je fais dans cette campagne-là, c'est que je prends tous les accès qu'ont mes guests dans mon environnement et je revalide s'ils sont toujours légitimes. Si je veux aller plus loin dans cette analyse de qui fait quoi avec mes guests, j'ai mon moteur de recherche. Et donc là, je me repositionne au niveau identité et je fais des rapports plutôt tournés d'identité. Je peux me dire, tiens, OK,
j'ai mon information maintenant, je maîtrise qui sont mes guests, et j'aimerais bien savoir un petit peu, est-ce que j'ai des guests qui potentiellement ont des rôles d'administration dans Entra. Et mon connecteur Entra, il est capable de me remonter les appartenances à des groupes SharePoint, il est capable de remonter les appartenances à des rôles dans Entra, dans Azure, il est capable de remonter l'appartenance, ou en tout cas l'ajout sur des services principaux, les droits qu'ont ces services principaux. On pourrait même imaginer se dire, tiens, j'ai peut-être un service principal qui a des droits sur des API graves de type Directory Write All, et j'ai un guest qui a accès à ce service principal, donc par extension potentiellement accès à de l'écriture dans mon tenant Entra. Tout ça, c'est des choses qu'on sait remonter à travers notre connecteur. Donc vous voyez qu'en tirant ce sujet guest, petit à petit, on en vient à tirer tout un sujet autour de la gouvernance des objets que je peux avoir dans Entra. Et là, typiquement, je vois que j'ai une utilisatrice qui s'appelle Anne Bonin et qui, en effet, a des droits à privilèges dans Entra. Même principe, pourquoi pas faire une campagne de recertification là-dessus. Peut-être que Anne, elle est légitime parce que la manière dont je gère mon infogérant, c'est de lui donner des droits directement dans mon Entra, mais potentiellement, c'est quelque chose sur lequel je vais vouloir agir. Je vais pouvoir agir potentiellement aussi à tous ces guests, comme j'ai dit, qui peuvent avoir des accès aux services principaux. Alors, c'est peut-être tout à fait légitime, c'est peut-être tout à fait normal qu'elle ait été ajoutée sur tel service principal pour pouvoir travailler dans une application qu'on met à disposition de nos partenaires. Pas de problème avec ça. Mais pourquoi cet accès-là, il ne serait pas recertifié alors que je travaille d'arrache-pied à essayer de recertifier mes accès en interne? J'ai la capacité de pouvoir le faire ici. Je vais pouvoir aussi récupérer, pourquoi pas, toutes les personnes qui ont, alors, on appelle ça les assign plans, mais du coup des licences. Tous ces guests qui consomment des licences dans Office 365, est-ce que je n'aurais pas un ROI à aller chercher pour justifier de mon projet de gouvernance des identités? En me disant, tiens, tous ces guests, ils n'existent plus, ils sont partis, ils n'ont peut-être plus besoin de me consommer une licence. Imaginez aussi le scénario que je vois souvent où j'ai à la fois un compte côté guest et à la fois un compte côté user standard. Les deux, ils me mangent des licences. Il y a peut-être aussi un ROI à aller chercher. Donc si demain vous vous dites, tiens, comment je peux justifier un projet de gouvernance des identités, allez chercher un ROI autour de la gestion des licences, en particulier celles affectées aux guests, ça peut être un bon sujet. Est-ce que je vous en ai préparé d'autres? Oui. Est-ce que dans mon environnement Office 365, j'ai un certain nombre de groupes Entra qui me donnent des accès sur des documents potentiellement classifiés confidentiels? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je fasse une campagne de recertification là-dessus? Etc., etc. Donc si je reviens, et si tout s'est bien passé, si je reviens en tant qu'Amanda, et que vous vous rappelez comment on l'a appelé notre loulou? Guy, c'est pas une démo. Ah, j'ai fait une petite faute de frappe là. Le process est toujours en cours de création. Donc, je vais juste vous montrer, du coup, si maintenant je dis je crois que j'ai un Pascal là-dedans. Hop. Non, c'est pas lui. J'ai une petite latence de création ici, mais bon, ça va finir par arriver. Bref, vous aurez compris l'idée. L'idée derrière, c'est que à partir du moment où elle l'a déclaré, que le workflow il est passé, que le compte y est créé, elle va pouvoir revenir ici et potentiellement enfin partager ce document. Une fois qu'elle aura partagé ce document, ce qu'on va pouvoir faire surtout, c'est tracer l'activité de toutes ces personnes. Donc elle, Amanda, elle va pouvoir dire, OK, je l'ai invité, mon guest, mais concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire dans mon environnement? Et là, elle va pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités de Forensics, entre autres sur la partie activité. Et on va voir justement toutes les activités qui ont lieu, par exemple, à du partage. C'est ce que j'ai mis ici, là, tout ce qui se passe avec les guests en ce moment. Et je vais pouvoir voir qu'Amanda, elle a partagé beaucoup de choses à plusieurs reprises, avec potentiellement des niveaux de risque assez élevés, et du coup sur lesquels j'ai pu déclencher des alertes. Et ces alertes, qu'est-ce qu'elles font derrière? Ce que je vois, c'est que immédiatement, c'est parce que j'ai un flux qui tourne tous les jours pour me générer de la donnée de démo, mais j'ai surtout un flux derrière qui tourne et qui vient immédiatement me resupprimer cet accès une fois que l'alerte a été déclenchée. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'est pas forcément capable d'empêcher le partage, mais on est capable de le détecter et de le remédier immédiatement. C'est-à-dire que là, dans ma plateforme, dans mes environnements collaboratifs. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la vue, elle va être immédiatement filtrée par rapport aux objets sur lesquels elle est propriétaire. Donc il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir est-ce que je prépare des rapports spécifiques pour telle ou telle population. Non, l'outil va être suffisamment malin pour dire non, je vais t'afficher que la partie qui te concerne parce que tu es propriétaire. Et qu'est-ce que je vois là immédiatement? Tout ce qui est rouge, en fait, c'est tous les accès qui ont été donnés à des guests en direct, mais qui n'ont pas été utilisés depuis plus de 6 mois. Très clairement, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de remédier immédiatement. Parce que ces guests-là, ils n'ont jamais utilisé ça. Et quand je parle d'usage, finalement, je peux aussi me dire, mais tous ces guests que j'ai invités, je crois que j'ai une requête directement là-dessus. Il est où? Là.
ce statut d'invitation qu'on a côté guest, c'est aussi quelque chose que je peux récupérer à travers mon connecteur. Et je peux me poser la question, mais est-ce que par hasard, il y a des gens qui ont invité des personnes à collaborer, et finalement, ces personnes, elles ne sont jamais venues, elles n'ont jamais accepté cette invitation. D'accord? Donc là, ici, ce que je vois, c'est l'état de tous ces guests qui ont accepté cette invitation, mais je pourrais venir chercher tous ceux qui sont en pending. Je crois que j'ai une recherche prévue là-dessus. In pending acceptance. Et là, je vois que j'ai sur mon tenant, alors c'est de la démo bien sûr, mais j'ai plus 70 personnes que j'ai invitées à venir collaborer avec moi, qui ne se sont jamais connectées. Est-ce que c'est vraiment légitime de garder ces comptes guests qui sont potentiellement une porte d'entrée sur votre système d'information? Je ne suis pas sûr. Donc, ce qu'on voit ici, et ça sera ma conclusion, ok, c'est que ce sujet, j'ai pris le prétexte du guest, mais finalement, c'est le prétexte, c'est plutôt de tirer le débat autour de la gouvernance des accès à la donnée non structurée, que ce soit dans vos espaces collaboratifs cloud, que ce soit en interne chez vous. Ce sujet, ce n'est pas juste un sujet de données et entre guillemets d'administrateur. C'est un vrai sujet d'identité. L'idée, c'est de pouvoir relier la donnée, tout simplement, la sensibilité de la donnée, à un individu et quel qu'il soit. Parce que là, aujourd'hui, on parle de guest, ça reste de l'humain, mais quid de tous ces agents qu'on est en train de mettre en œuvre et qui vont potentiellement accéder à de la donnée? Quid de tous ces agentiques qui vont, eux, être autonomes sur aller chercher de la donnée à un endroit, pouvoir l'exploiter, pouvoir, pourquoi pas, d'eux-mêmes la partager si jamais on a mal protégé son tenant, etc. Donc aujourd'hui, on parle d'humain. On sait parler chez SailPoint de non-humain, d'identité machine, d'identité agent, d'agentic AI, etc. Et si je tire ce sujet de la gouvernance des accès de la donnée non structurée à l'humain, ce que je vais récupérer, c'est des fondamentaux. Identifier, protéger, détecter et répondre. Ça vous rappelle forcément quelque chose. C'est tiré évidemment du NIST. Et comment j'identifie? Je reprends la main sur la création de ces comptes guest. Je ne laisse pas la main à mes utilisateurs finaux pour inviter n'importe qui sur mon tenant. Alors quand je dis n'importe qui, c'est des gens que je ne maîtrise pas au sein de ma gouvernance d'identité. Protéger pour apporter une meilleure visibilité sur les autorisations qui sont accordées aux invités. Et là, on rejoint évidemment nos principes de moindre privilège. Détecter, parce que je suis en capacité de savoir qui fait quoi avec ses accès au sein de mes environnements SharePoint, OneDrive, Teams, Windows File Server, NetApp, etc. On a encore beaucoup de clients avec du NetApp, on fait exactement la même chose. Et puis répondre, parce qu'on est une plateforme de gouvernance des identités, parce qu'il y a un moteur de workflow qui va permettre, en fonction d'une alerte, de déclencher les actions sur l'identité. Et j'insiste sur ce point d'identité. Imaginez que cette personne-là, guest ou pas guest, il est non seulement un compte guest, mais un compte d'administration dans votre intra ou un compte d'admin dans votre AD. Tous ces comptes-là, ils sont reliés sur un seul et unique objet qu'on appelle une identité. Et agir sur l'identité, c'est agir sur l'ensemble des comptes de cette personne-là. Je crois que je suis pile dans les temps. Il me reste 5 minutes si jamais il y a des questions, des remarques. Oui. Ah oui, il y a un micro. Bonjour, merci pour la présentation. Je trouve que l'intégration entre Microsoft et SailPoint n'est pas folle, désolé du terme, notamment au moment du partage vers les guests, Oui. si l'identité n'existe pas. Oui. Est-ce que vous Folle êtes dans le sens devoir passer par ce formulaire? En fait, il n'y a pas un bouton qui redirigerait l'utilisateur qui veut collaborer avec un externe bon vers point. SailPoint Okay. pour créer l'identité, etc. Ok. Bon, parlons-en à Microsoft alors du coup. Effectivement. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut réagir a posteriori et imaginer que SailPoint aille, je sais pas, crawler Entra pour voir les nouveaux guests créés et déclenche a posteriori une tâche de remédiation, je ne sais pas comment on appelle ça, pour que la personne qui a collaboré avec un externe puisse venir, j'allais dire, remplir son profil. Eh bien, c'est super comme idée. Et en effet, typiquement, moi, ce que j'ai configuré, alors on va rentrer dans le dur, si vous aimez la technique. Hop. Sur mon environnement, j'ai configuré mon connecteur sur étagère Azure, Azure Active Directory. D'accord, Entra, appelez-le comme vous voulez. Ce connecteur-là, comme je l'ai dit, il est capable de venir écrire, mais il est surtout capable de venir lire. Donc, il est capable de venir lire la base existante de compte guest. Donc, en effet, je peux venir régulièrement pouler la base pour voir est-ce que j'ai des nouveaux. Donc, ce paramètre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment de la configuration juste à faire. Mais j'ai surtout un paramètre qui va vous intéresser et que j'appelle la détection des modifications natives. C'est-à-dire la capacité de pouvoir détecter quand j'ai un nouveau compte qui est créé, déclencher un événement au sein de la plateforme, et cet événement-là, vous l'avez compris, il peut déclencher mon moteur de workflow. Et typiquement, j'ai exactement ce workflow-là déjà préconfiguré dans ma plateforme.
Si je vais voir un peu dans mes flux de travail ici, vous voyez qu'au niveau guest, j'en ai plusieurs. Et là, j'ai ce workflow qui s'appelle Detect New Guest. Donc, je vais le désactiver juste pour pouvoir l'éditer et vous montrer. Il fait quoi, grosso modo, ce workflow? Mais il vient tout simplement, alors là, il est un peu brutal. Il vient détecter qu'il y a un nouveau guest qui est arrivé. Et qu'est-ce que je fais derrière? Je viens juste supprimer. Alors, pour ça, j'utilise les API de Microsoft. Et j'ai immédiatement supprimé ce guest. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de travailler beaucoup. Dès lors que je le détecte, je peux venir le supprimer. Mais en effet, je pourrais très bien ouvrir un formulaire que j'envoie. Alors Microsoft vient de mettre en place, enfin en tout cas a mis en place un mécanisme de sponsor sur les guests. Sauf que, à ma connaissance, si vous invitez quelqu'un avec son adresse mail, vous avez mis ni prénom, ni nom, ni sponsor, etc. Donc ce formulaire, cette demande, elle va tomber dans une bannette peut-être de l'IT ou de je ne sais pas qui, et qui, en fonction de l'adresse mail, va peut-être rediriger vers la bonne personne. Donc identifier qui est la bonne personne, c'est là où c'est un peu compliqué. Mais oui, s'il fallait derrière détecter ça, ouvrir un formulaire et demander une remédiation, pour pouvoir compléter la fiche, pourquoi pas, ouais, bien sûr, carrément. Donc oui, je suis d'accord. Pas folle l'intégration, parce qu'en effet, comment je fais pour rajouter un bouton quelque part? Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément la panacée, en effet, de devoir passer par un formulaire pour déclencher le compte guest. Ce que je veux juste, c'est qu'on soit sûr qu'on reprenne bien la main au niveau d'identité. Et laisser quand même la porte ouverte au new and existing guest, ça laisse quand même un peu l'opportunité de pouvoir inviter un peu tout le monde, genre par exemple vous-même sur une adresse perso pour pouvoir récupérer un document chez vous, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci. Par rapport aux données qui sont récupérées dans le module Forensics, donc si j'ai bien compris, c'est là aussi un import de données. Est-ce qu'il y a on connaît des limitations en termes de volumétrie ou de choses comme ça par rapport au nombre de personnes gérées ou de documents partagés? Alors, c'est un vrai sujet, mais ça, c'est un sujet qu'on maîtrise plutôt bien. Donc, la solution, elle est en SaaS multi-tenant. Du coup, la volumétrie, c'est finalement pas votre problème, et on ne facture pas du tout à la volumétrie. Donc, si vous avez 1 million ou 14 millions de documents, c'est pareil. Maintenant, derrière, évidemment, le temps pour classifier tout ça va être plus ou moins long en fonction de votre volumétrie, mais va pouvoir être plus ou moins long par rapport aux ressources qu'on met en parallèle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on veut faire de la classification de documents, le traitement de cette classification il est forcément fait dans entre guillemets, vos infrastructures, dans le sens où nous, on ne va pas avoir le droit de télécharger le document pour l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. On va pouvoir le faire si on s'arrête juste au metadata du document, et donc là, on va pouvoir faire de la classification en live. Mais de l'autre côté, si on doit faire de la classification pure et dure de mots-clés dans vos documents, d'expressions régulières ou de choses de ce type-là, c'est des choses qu'on va faire plutôt sur ce qu'on appelle les virtual appliances. Et du coup, plus on en met, plus on va pouvoir classifier rapidement. Donc, la volumétrie, elle est plutôt de l'ordre des API de Microsoft, parce que Microsoft, il limite vachement avec des thresholds la manière dont on peut les requêter. Et du coup, on est limité en termes de vitesse par cette notion de threshold. Donc, on bride un peu nos connecteurs pour pas qu'ils aillent trop vite et qu'ils n'arrivent pas aux limites. Donc oui, il y a un problème de volumétrie, mais qui est plus de l'ordre de combien je peux faire d'appels en parallèle sur les API de Microsoft. Ok, merci. D'autres questions avant qu'on clôture? Non? Eh bien écoutez, je crois que vous avez gagné 5 minutes de plus pour aller boire un café. Même pas? Pouf, incroyable. On est là-haut, dans la salle de droite, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir si vous avez des questions complémentaires. Bonne journée.